elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit qui d'une appelle façon, quand même je me suis pas l'admiration. conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. C'est enfermant pour tout le Le monde. droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la Je crois gueule. qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque Bienvenue. son époque. Entre subjectivité et révolution. La Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Fatima Daas. Je crois vraiment pas qu'on peut se débarrasser de la honte. Vraiment, là, par exemple, la honte de la précarité, je pense que ça reste tout le temps. Ça reste tout le temps. T'as beau avoir les moyens, t'as beau, je sais pas, être en bourgeoisie ou je ne sais quoi, la honte de la précarité, tu la sens tout le temps. Puis la honte de nos corps, trop de honte, quoi. Et je pense que c'est pas facile de s'en débarrasser. Bonjour Fatima. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie de vous recevoir. Il y a des livres qui mettent des claques, pas seulement aux lectrices et aux lecteurs individuellement, mais aussi à la société tout entière. La petite dernière est de cela. Je l'avais reçue au début de l'été dernier, avec sa couverture florale et la critique dithyrambique d'une autrice adulée, s'étalant sur le bandeau. Il avait tout pour séduire, et je l'ai aussitôt dévoré. C'est un livre qui se lit vite, mais qui se relit et se re-relit. C'est un livre avec lequel on n'en a jamais vraiment fini. J'étais convaincue que la France ne s'en remettrait pas de ce livre-là, et ce fut le cas. Fatima Daas a bien mis le bazar avec son récit immensément complexe, composé de mots immensément simples. Je suis heureuse d'avoir pu échanger avec elle quelques mois après la sortie pour une conversation en forme de bilan, mais aussi de perspective. On est en train de se spoiler l'interview. Ouais. J'ai même pas enlevé mes baskets. Non, franchement, t'inquiète, T'es pas. sûre? Ouais, garde-les. Alors, mets-toi là, je te fais ton petit thé au miel. Merci beaucoup. Avec Fatima Daas, on a parlé de Faiz Agen, d'Annie Ernaux et de Virginie Despentes. Trop belle la tasse, trop bien. Fatima Daas, vous êtes écrivaine. Je suis très honorée de vous recevoir chez moi aujourd'hui parce que vous avez écrit un roman qui a secoué tout le monde, à commencer par moi. Bombe à fragmentation, prodigieuse ardeur, prose intrépide. Il y a eu dans les médias une surenchère de qualificatifs dithyrambiques pour désigner votre premier livre, La Petite Dernière, qui a été récompensé du prix des Inrocks pour le premier roman. Vous venez de traverser un puissant tourbillon médiatique. Vous avez déclenché quelques polémiques, ce qui était prévisible, puisque vous posez dans ce roman la question de l'identité en des termes complexes, mouvants, multiples, ce qui a toujours le don de dérouter la France. On est fin décembre, votre livre est sorti il y a 4 mois. On a parlé avec vous, on a parlé de vous, on a parlé sur vous, on a lu vos mots, on les a adulés, on les a haïs. Et moi, je vous regardais de loin et j'essayais d'imaginer la lessiveuse dans votre cerveau, tous ces regards braqués, pleins d'admiration, mais aussi de sexisme, de racisme. Je me demande du coup, là, 4 mois plus tard, comment vous vous sentez aujourd'hui, Fatima Daas ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, je pense que je me sens un peu au calme. Au calme parce que je sens qu'il y a une espèce de pause qui me permet de souffler. Et ça fait du bien. Et je pense qu'aussi, après les médias, ce qui m'a apporté ce souffle, c'est de rencontrer mes lectrices et mes lecteurs. Et ça a été très fort pour moi. Et là, je suis posée, je me repose. Il y a peut-être aussi une prise de conscience a posteriori de tout ce que vous avez mis dans l'espace public. Peut-être que sur le coup, on ne se rend pas compte. Ouais, sur le coup, on se rend pas du tout compte parce que du coup, on enchaîne, on devient un peu une machine, on se repose pas, on discute peu avec les autres parce que c'est très difficile de parler de ce qui est en train de se passer. Et a posteriori, tout retombe en fait. Moi, tout est retombé quand j'ai, entre les rencontres littéraires, les rencontres avec le public et les médias. Et là, ça a été très difficile. Mais aujourd'hui, je me rends compte surtout de
à quel point ça a pu faire écho aussi pour d'autres personnes. Et je me rends compte surtout aussi de l'importance de cette parole et de ce que ça peut provoquer, et de ce que ça a remué. Et ça m'a aussi donné envie d'écrire un deuxième. Ça, c'est chouette, c'est une super bonne nouvelle. Il n'y a pas longtemps, je discutais de vous avec Faiz Agen, une romancière que les auditeurs et auditrices de La Poudre connaissent bien et qui a elle aussi vécu très jeune, comme vous, une très forte exposition médiatique. C'était il y a 15 ans avec son premier roman Kiff Kiff Demain. À l'époque aussi, on l'a fait apparaître comme, je mets des guillemets, la voix des banlieues, espèce d'ovni qui venait porter une parole qui avait été très peu audible jusqu'ici. Je sais que vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle. Est-ce que vous avez comparé les accueils à 15 ans d'écart entre vos deux livres? Tout à fait. En fait, moi, j'imaginais pas du tout que ça pouvait arriver, ce qui m'est arrivé. Et j'imaginais même pas... Enfin, si, je voyais ce qui pouvait arriver chez d'autres. Mais du coup, oui, j'ai vite comparé la réception de nos récits, de nos paroles, et de ce qu'on fait de nos paroles, et de comment c'est transformé, de comment c'est récupéré, de comment on fait pour, encore une fois, nous faire taire, en fait. Et Faiz Agen, je trouve sa parole très courageuse, même si j'aime pas le mot courageux. Mais je la trouve très sincère. Et j'ai envie, en fait, j'ai très envie, j'ai besoin que, en fait, tous nos récits explosent, éclatent, et qu'on puisse porter ça dans cette vague aussi. Quand je l'avais reçu dans La Poudre, j'avais lu les articles qui étaient sortis à l'époque, et il y a un truc que j'ai trouvé en point commun avec les articles qui parlaient de votre livre, cette espèce de volonté de comparer systématiquement votre prose au rap ou au slam. Je disais, mais c'est pas possible, en fait, c'est cette espèce de vieux mécanisme où genre, dès qu'il y a un texte littéraire qui vient de banlieue, c'est forcément du rap. Ça vous a un petit peu agacé aussi? Alors, au tout début, ça m'a un peu agacée, et après, je crois que j'en ai joué. Parce qu'en même temps, je pense que vraiment le rap m'a influencée, en fait, dans mon écriture. Donc, j'ai pas pu dire non ou dire que c'était pas vrai. Mais j'ai tout de suite vu cet assemblage un peu étrange de banlieue, rap, etc. Et puis surtout, c'était tout le temps mis en avant dans les articles de, voilà, jeunes, lesbiennes, musulmanes, algériennes, de banlieue, etc. C'était tous des grands titres comme ça. Et après, voilà, je peux pas complètement dire que que le rap m'a pas inspirée, le rap m'a sauvée. Voilà, moi j'ai écouté du rap très très tôt, à 5 ans, donc ça fait partie de moi, de ma construction, et c'est très très important pour moi, donc ça je l'efface pas. D'ailleurs, il est présent dans le livre, vous parlez des chansons de rap que vous écoutez. Ce qui est intéressant, c'est le croisement entre Kendrick Lamar et Annie Ernaux, quoi. Complètement, mais et en plus, je pense que quand j'ai écrit, je pense que j'ai même pas conscientisé ce que je mélangeais, en fait, des choses qu'on voit jamais, des choses qu'on n'assemble pas ensemble. Mais c'était très important. Et après, on le voit, en fait. Et après, on se rend compte de cette importance-là. Il y a eu une interview en particulier, donc à la matinale de France Inter, qui a déclenché une polémique énorme. Et dans cette interview, vous dites une phrase qui est malheureusement passée inaperçue, parce qu'on a préféré s'arrêter sur d'autres. Vous dites « Je cherchais l'endroit de la complexité ». Est-ce que c'est ça, à votre avis, qui est difficile à entendre en France aujourd'hui ? Je pense que c'est très difficile en France d'accepter la nuance, la complexité, mais seulement pour certaines personnes. En fait, on accepte plein de complexité pour les plus privilégiés. On leur cherche des raisons, on cherche à les déculpabiliser. Et en fait, dès qu'il s'agit d'une minorité, d'une personne à la marge, on se rend compte qu'on la fait constamment se justifier, devoir être porte-parole. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti, c'est-à-dire que on n'écoutait pas ce que j'avais à dire sur mon texte, sur mon écriture. On avait envie que je prenne position sur l'islam en France, ou alors qu'on me fasse parler de l'Algérie, de la décennie noire, etc. Et du coup, moi, ce que je raconte, c'est pas ça. C'est justement la complexité des identités, le fait d'appartenir à aucun milieu, d'être toujours au bord, dans un entre-deux, j'allais dire un entre-soi, lapsus. Et donc, oui, et en plus, je crois qu'avec du recul, je pense même pas que je raconte pas complètement la tension entre l'homosexualité et l'islam. Je raconte la tension entre le fait d'être une femme lesbienne musulmane en France. Et c'est plus complexe que seulement l'ambivalence homosexualité-islam. Bien sûr. Et puis surtout, c'est un roman qui est écrit à la première personne. Enfin, c'est un récit. Et puis vous êtes écrivaine, vous n'êtes pas sociologue ou ministre. Enfin, il n'y a absolument aucune raison pour que vous veniez poser une parole définitive ou régler ces tensions-là
par votre travail. Ce que je trouvais intéressant, c'est que donc votre roman a pour héroïne Fatima Daas, une jeune femme lesbienne et musulmane, et vous avez choisi pour le signer de prendre pour pseudonyme Fatima Daas. Donc en réalité, vous avez créé 2 personnages. Vous avez créé le personnage, l'héroïne de votre livre, mais aussi la romancière qui publie ce livre. Et je me suis demandé pourquoi vous aviez choisi finalement d'incarner votre personnage en prenant son nom. Je pense que déjà j'avais envie de jouer, j'avais beaucoup envie de jouer avec ça, avec ces codes-là. Et la première question que je m'étais posée, c'était... je savais qu'on allait me poser la question de l'autobiographie, chose qu'on fait souvent avec les auteurs, les autrices. Surtout les autrices. Surtout les autrices, évidemment. Et je m'étais dit, bah alors en fait, il faut jouer de ces codes-là. Et donc j'avais écrit d'abord le personnage Fatima Daas. Et ensuite, j'avais décidé, en signant mon contrat avec mon éditrice, de prendre un pseudo. Et donc après, je devais réfléchir à un pseudo. Et en fait, c'était évident pour moi que ce pseudo-là, c'était mon personnage. Et que je voulais et que je devais incarner ce personnage-là pour porter sa voix, qui n'est pas complètement la mienne, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, aussi cette nuance-là, de savoir que quand je parle de mon personnage, ou quand je parle même de mon regard sur ce personnage et de mon regard sur ce qu'elle a vécu, expérimenté, traversé, c'est pas tout à fait la même chose que moi, je dirais pas mon prénom, ce que je traverse, ce que je peux voir, ce que je pense, voilà. Et donc voilà, c'était important pour moi de porter cette voix et d'en faire quelque chose de très, très proche de moi, mais sans être complètement moi. Ouais, mais je pense que c'est ça qui a peut-être échappé aux gens, en fait, parce que finalement, vous posez une double distance, en fait, entre vous et ce personnage, finalement, en choisissant d'aussi incarner le rôle d'une romancière et de pas être simplement vous-même qui débarquez avec ce livre. Et je trouvais que c'était, au contraire, hyper malin et bien joué de votre part, mais en face, il y a peut-être une volonté de lisser, quoi, et de simplifier au maximum les choses. Tellement. Tellement, mais c'était que ça en fait. J'avais l'impression qu'à chaque fois, chaque interview, pas toutes, non, j'ai eu des très bonnes interviews aussi, mais j'avais la sensation qu'on essayait de me mettre encore dans une case alors que je raconte l'histoire de l'explosion des cases, de la destruction de ces cases-là et d'essayer de bricoler. Et en fait, constamment, c'était mais pourquoi l'islam, pourquoi être lesbienne, mais pourquoi pas être que lesbienne, et pourquoi on reste dans cette religion, et pourquoi se faire souffrir, c'était vraiment ça. Et du coup, j'avais l'impression qu'on parlait de moi, alors que moi, je suis presque pas, même pas, voilà. Et c'était très étrange. Mais ce truc de lisser les choses, refuser la complexité, refuser la nuance, c'était omniprésent pendant la promo. Ouais. Vous l'avez vécu de près. Alors, si vous voulez bien, on va revenir un tout petit peu en arrière. Donc vous avez grandi à Clichy-sous-Bois. C'était comment de grandir à Clichy-sous-Bois ? C'était intense, c'était tout le temps très intense. Si je pense à mon adolescence, c'était beaucoup de rencontres, beaucoup de rires. Beaucoup de rires en fait. Clichy-sous-Bois, c'est la vie dans laquelle j'ai le plus ri en fait. Et dans laquelle je me suis le plus amusée, et dans laquelle j'ai trouvé du sens. Et ce qui a fait, je pense, que je suis armée. En fait, j'ai envie de dire, j'ai des armes qui font que... Parfois, j'ai presque l'impression de pas être... d'être intouchable. Mais parce que je me suis construite avec des personnes qui m'ont toujours soutenue et que j'ai toujours trouvé, et vice-versa, en fait. Et c'est une famille, en fait. La ville, c'est... Pour moi, voilà, la ville. Clichy-sous-Bois, dans mon roman, c'est un personnage. Et ouais, je dis souvent que j'aurais jamais voulu vivre ailleurs ou grandir ailleurs. Jamais. Ce rire de résistance, j'adore. Je le rencontre souvent en interview et ça fait du bien d'entendre ça. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? On me parlait comment ? Ouais. Quand je pense aux adultes, par exemple à l'école, j'avais toujours l'impression d'être toute petite. Toute petite parce que j'avais la sensation que le corps enseignant, en fait, avait pas envie d'être devant nous. Et qui nous apprenait aussi comment parler, comment on devait bien parler. Et ça, c'est une question qui m'a traversée aussi toute ma vie, en fait, pas que pendant l'adolescence, se bien parler. Et je me rends compte, même là, en grandissant, parfois, de dire des expressions qui sont maladroites, qui ne se disent pas. Et j'ai envie de travailler sur cette forme-là, en fait, sur comment intégrer ce langage cette langue, en fait, cette langue maladroite, je la trouve très belle. Mais c'est difficile à l'adolescence parce qu'on se dit je suis encore à côté, quoi. Je suis à côté, je parle pas bien, je fais pas ça bien, je fais des choses que je devrais pas faire. Et ça, c'est difficile.
Et chez moi, on me parlait en arabe. Et moi, je parlais en français. Et cette langue aussi est très importante pour moi. Et c'est pour ça qu'elle est dans mon roman. Parce que c'est une langue qui m'a fait du bien, qui m'a aussi frappée, que j'ai envie d'apprendre, que j'ai très envie d'apprendre. Ouais. Et là aussi, vous étiez à côté. Enfin, si je me fie au personnage du roman, elle comprend l'arabe, mais elle l'écrit pas, elle sait pas bien le parler, elle a pas un bon accent. Donc en fait, ce que vous me décrivez, c'est un endroit où finalement votre langage est jamais le bon, quoi, dans aucun espace. Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est jamais le bon, à part quand je pense quand on est vraiment face à des personnes qui ont aussi cette approche du langage et de déconstruction de ce langage-là, de ce bien parler, qui est en fait très, très, très oppressant. Mais sinon, pour moi, on est toujours dans un entre-deux. Pour moi, on n'est jamais... ou alors, on est très privilégié pour se sentir bien. Et ça, c'est délicat, du coup. mais oui, je crois qu'on est dans cet entre-deux. Et aussi, il y a aussi ce parler de banlieue, qu'on appelle ce langage de banlieue, qui, moi, je tiens à mort à ce parler-là. Et voilà, je crois que j'ai dû dire 40 fois que si j'ai envie de casser un wesh à la fin d'une phrase, je le ferai. J'en ai rien à foutre. D'ailleurs, c'est en ça que votre démarche, elle me faisait aussi penser à Faiz Again, parce que Kiff Kiff demain, enfin, ne serait-ce que dans le titre, on est déjà en train de revendiquer, c'est un langage, oui, ça mérite d'être dans les lettres avec un grand L, et c'est ce que vous continuez à faire avec la petite dernière. Justement, dans la petite dernière, Fatima est la dernière de la fratrie, la seule de ses 3 sœurs à être née en France, parce que les autres sont nées en Algérie. C'est quelque chose de central dans votre livre, puisque c'est son titre, la petite dernière. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Alors oui, c'est mon cas aussi. Je suis la petite dernière. Et ce titre, il est arrivé très vite en fait. Il est arrivé très vite parce que, je sais pas pourquoi je veux dire ça, mais je veux dire ça. Je trouve qu'en fait, la place de la petite dernière, souvent on voit ça comme une chance en fait, de l'enfant le plus aimé, le plus cajolé, et peut-être un peu. Hein. Mais du coup, j'avais aussi envie de renverser ça avec l'histoire. Ouais. De questionner la naissance même, du désir d'avoir un enfant ou pas, de désir d'avoir un garçon, voilà. Mm. Oui, ça transparaît dans le roman. Il y a une conversation dans la voiture avec la maman du personnage où on ne sait plus très bien si l'enfant était vraiment désiré ou quoi, et ça crée un énorme malaise avec la grande sœur. Je l'ai senti très fort ce moment. Je l'ai trouvé effectivement briseur de mythes. J'ai lu que vous aviez commencé à écrire après un drame, la mort d'une de vos petites cousines qui est tombée d'un toit à l'âge de 4 ans en Algérie, je crois. Vous aviez 15 ans à l'époque. Qu'est-ce qui déclenche l'écriture dans le drame ? Je crois que déjà ça m'avait déstabilisée parce que la mort, c'était compliqué pour moi d'envisager la mort à cet âge-là. Et juste, ça venait pas dans l'ordre des choses qu'une enfant de 4 ans meure, en fait. C'est très violent d'apprendre ça. Ensuite, je me sentais pas très très proche de ma famille là-bas parce que j'avais dû les voir à ce moment-là peut-être 2 fois. Mais j'étais très triste, très peinée, et j'avais envie d'être là, en fait. D'être vraiment là pour ma tante. Et je ne l'ai jamais appelée. Donc je pense que le fait de jamais avoir été là, ça a déclenché l'écriture. Et donc j'ai écrit des lettres à cette cousine que je connaissais à peine. Et comme pour, je pense, dire des choses que j'avais pas pu dire. Je pense que ça a été que ça dans mon écriture, et encore aujourd'hui. J'ai besoin de dire des choses que j'arrive pas à verbaliser à l'oral. Ouais, écrire aux endroits où on peut pas parler, quoi. Ouais, exactement. Il y a quelque chose que j'ai vraiment particulièrement aimé dans La Petite Dernière, c'est le récit subtil et implacable de la contrainte à l'hétérosexualité, pour reprendre un terme de la poétesse américaine Adrienne Rich. Ça, c'est vraiment tissé à travers tout le livre. Ça commence à travers les biens culturels qui sont consommés par la jeune femme et par ses sœurs. Il y a notamment la série américaine Charmed qui apparaît par moment. Puis ensuite, Fatima Das, du livre, se contraint à avoir un petit ami. Et je me suis demandé si c'est quelque chose que vous aviez ressenti vous aussi à l'adolescence, cette contrainte, ou si c'est arrivé à l'âge adulte que vous êtes retourné sur votre route pour dire waouh, en fait c'était ça, quoi. Alors, par exemple, au sein de ma famille, moi j'avais l'impression que comme j'aimais bien l'école au sens d'apprendre des choses et d'avoir de bons résultats, souvent nous, quand on est scolaire, entre guillemets, hein, mais quand on aime travailler, on nous renvoie pas à ça, en fait.
On ne renvoie pas au fait d'avoir un petit copain ou d'être intéressé par les garçons. Il n'y a pas cette question qui se pose. Et moi, j'ai l'impression que même après l'adolescence, c'était quelque chose qui venait pas sur la table parce que, en fait, juste elle est bizarre, elle écrit, elle a pas envie d'investir dans ça. Et dans le roman, ce que j'avais envie de... Ça vient forcément après à d'autres endroits, pas dans la famille du coup, mais ça vient autrement. Et un peu comme je le décris dans le roman, cette hétérosexualité omniprésente pendant l'enfance, à l'adolescence, ces deux amies qui ont un petit copain, qui sont amoureuses de quelqu'un. Et donc on se sent obligé à un moment donné, pour ne pas dire la vérité, pour soi-même ne pas savoir qui l'on est, ce que l'on aime, qui on désire, on finit par inventer des choses et performer l'hétérosexualité. Et donc c'est ce qui arrive au personnage, mais c'est ce qui arrive, je pense aussi, oui, moi aussi, plus ou moins dans mon parcours. Il y a une phrase que j'adore, donc elle va à plusieurs reprises trouver des imams pour la guider dans le dédale de sa foi qui coexiste avec son homosexualité. Et l'un d'entre eux lui dit cette phrase: « Prie pour que Dieu crée pour elle un miracle d'un homme qui a des qualités féminines. » J'ai trouvé c'était une phrase qui était très féministe. Et je me suis demandé si vous aviez rêvé de cet homme à un moment donné, adolescente aussi, ou vous souhaitez qu'il existe quelque part pour que ce soit plus simple. Bien sûr, non, mais on pense à tellement de choses quand on est... Quand on n'a pas envie de se formuler ça, on se dit c'est pas ça, puis après on se dit oui, mais non, on se force ça, et puis oui, on espère qu'on sera sauvé, quoi, enfin, parce que c'est comme si c'était quelque chose qu'il fallait pas. Donc on essaye de trouver des moyens d'eux. Mais mais je suis contente que vous riez de ce passage, parce que moi, en fait, j'ai l'impression qu'on rit pas quand on lit mon roman, alors que moi j'ai beaucoup ri en l'écrivant. Il y a tellement d'ironie. J'ai beaucoup souri. Il y a certains passages où je sentais toute la malice derrière. Ouais. Ça me fait plaisir, ça me fait beaucoup plaisir. Vraiment. Vous êtes devenue femme ou vous êtes née femme? Oh là là, c'est une grande question, celle-là. Je pense que je suis devenue femme. Difficile cette question. Difficile. Vous n'êtes pas obligé de trancher, hein. Pas forcément bonne réponse. C'est difficile. Je serais embêtée si on me la posait. Je vais rester dans l'entre-deux, alors. D'accord. Alors là, j'avais envie que vous lisiez un petit passage, si vous êtes d'accord. C'est un passage assez dialogué. J'espère que vous serez à l'aise pour le lire, mais je le trouve central. Juste cette page-là et la suivante, tu vois, jusqu'au bout du chapitre. Je m'appelle Fatima. Je suis une petite chamelle apeurée. Madame Salvatore prend un téléphone qui se trouve sous un tas de feuilles blanches. J'imagine qu'elle appelle ma mère. Ça ne répond pas. J'avais donné un faux numéro. Le numéro de ton père. Connais pas. Je réponds sans la regarder. Madame Salvatore se lève et sort. Elle laisse la porte entrouverte. Je me retrouve seule, avec Madame Relka dans le bureau. Je suis même pas énervée, Fatima, juste déçue. Je ne dis rien. Je peux pas parler. À quoi je pense quand elle me dit ça? Peut-être à ma mère que je vais encore décevoir. Elle a les larmes aux yeux. J'ai le regard noir. Madame Relka ne veut pas que je passe en conseil de discipline. Madame Salvatore me dit que j'ai de la chance. Je n'étais pas ce qu'on appelle une mauvaise élève. Je ne comprenais pas pourquoi on voulait me faire partir, m'exclure, me mettre à la rue, se débarrasser de moi comme d'une vieille paire de chaussures. Ou peut-être que c'était moi qui désirais m'en aller. Quelques jours après avoir insulté Madame Relka, je vois ma mère et Hanen apparaître au collège. Madame Salvatore referme la porte derrière nous. Elle dit que je me prends pour un garçon, que je suis en train de mal tourner. J'ai honte. Je ne sais pas de quoi précisément, mais quelque chose dans les paroles de Madame Salvatore me gêne. Peut-être que j'ai honte de me prendre pour un garçon. J'ai honte qu'on me rappelle devant ma mère ce que je ne suis pas. Ce passage, je l'ai choisi parce que vous y nommez la honte. Et par la suite, ce thème de la honte revient à plusieurs reprises dans des endroits très différents de ce passage. Il revient quand vous remémorez, enfin le personnage se remémore le viol qu'a subi sa sœur. La honte revient aussi quand elle s'assoit à la table chargée de mets de sa famille en Algérie. Pourquoi ce thème de la honte est-il exploré avec autant d'insistance dans le livre? Je pense que je me suis construite dans la honte. Je pense qu'elle est partout, en fait, la honte d'être pauvre, la honte de venir de banlieue, la honte de mal parler, ou de pas parler comme il faut,
la honte d'être lesbienne, la honte d'être femme, la honte de ne pas être un garçon, la honte d'être musulmane, la honte de ne pas faire, de ne pas correspondre à ce qu'on attend de nous en société ou ce qu'on attend de nous dans l'intimité aussi. C'était très important pour moi que le personnage traverse cette honte, en fait, qu'on la voit traverser cette honte qu'elle ressent elle-même, mais aussi la honte que les autres nous imposent, quoi. La honte, vous parlez du viol de la sœur, et en fait, l'entourage, quoi, l'entourage qui fait peser cette honte, c'est important. Qui est même éclaboussée par la honte aussi, parce que la honte d'avoir été victime de viol, on la connaît, on l'entend très souvent dans les récits des femmes qui osent parler après 10, 20, 30 ans. Mais ce qu'on ressent dans le passage, c'est que toute la famille est contaminée par cette honte et qu'elle vient frapper ses sœurs, ses parents. Oui, elle vient traverser tout le monde. Et elle naît d'abord de la société, puis elle naît du père, elle naît de ses non-dits aussi, parce qu'on se rend compte que finalement... rien ne s'est dit, il n'y a rien eu. Et Fatima, quand elle en parle à Nina. Et en fait, elle regrette aussi, après, parce qu'elle a l'impression aussi d'être honteuse, d'avoir dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. La honte de protéger des secrets de famille, pas de protéger du coup, mais de dire des secrets de famille. Ouais, mais elle est aussi imbibée de la honte de pas assez se livrer, de pas être... elle est complètement tiraillée. Nina, c'est son crush, comme on pourrait dire. Et c'est vrai que ce tiraillement, elle le ressent aussi en permanence avec elle, quoi. Elle ne sait jamais à quel endroit se mettre. Et j'ai vu passer un post Instagram d'un garçon que j'aime beaucoup, qui avait lu votre livre et qui disait que vous l'aviez libéré de la honte avec ce livre. Je pense que ça fait partie des retours de lecteurs et de lectrices qui doivent vous faire beaucoup de bien. Et moi, ce que je trouve... incroyable, c'est qu'en fait, vous libérez de la honte, mais justement, pas par la fierté. C'est-à-dire que la honte, elle est toujours là, à la dernière page du livre, il n'y a rien qui a été réglé, mais simplement, elle a été nommée, elle existe, et c'est peut-être tout ce qu'il faut, en fait. Je sais pas. Ouais, je pense qu'en fait, elle peut se transformer à des moments, la honte. Mais c'est pas je crois vraiment pas qu'on peut se débarrasser de la honte. Vraiment, là, par exemple, la honte de la précarité, je pense que ça reste tout le temps. Ça reste tout le temps. T'as beau avoir les moyens, t'as beau, je sais pas, t'embourgeoisie ou je ne sais quoi, la honte de la précarité, tu la sens tout le temps. Puis la honte de nos corps, trop de honte, quoi. Je pense que c'est pas facile de s'en débarrasser. On s'en débarrasse pas complètement. Et oui, de toute façon, ça m'intéressait pas de raconter une histoire qui se termine par, je sais pas, quelque chose qui se délie, ou des réponses, ou sauver mon personnage, ou sauver d'autres personnes dans la vraie vie. Mais ça me touche beaucoup que des personnes le reçoivent comme ça. Il y a des mentions de grandes écrivaines dans la petite dernière. Vous citez notamment Annie Ernaux. Qu'est-ce qui vous rapproche d'elle ? Déjà, moi, l'avoir lu, ça m'a directement transpercée. J'ai beaucoup cherché des auteurs, des autrices qui allaient me parler, que j'allais rencontrer vraiment, quoi. J'étais à la recherche de ça parce que la littérature, c'était difficile pour moi. À l'adolescence, j'avais pas du tout envie de lire, en fait. J'écrivais, mais je disais souvent, j'ai pas envie de lire, je vois pas pourquoi je devrais lire. Et j'avais un refus de littérature. Et donc, quand j'ai lu Annie Ernaux, j'ai rencontré quelqu'un, quoi. J'ai rencontré quelqu'un qui me parlait de la classe sociale, qui me parlait du fait d'être femme, qui me parlait de la famille, du père, de la honte. Ouais. De la honte. Et ça a pas de prix, quoi. Après ça, quand on écrit, je pense qu'on va au bout, quoi. On va au bout, on cherche sa voie avec ces autrices-là. Et Annie Ernaux, c'est quelqu'un qui m'a... Ouais. Et je cite Passion simple aussi, parce que c'est très fort. Très, très, très fort. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle ? Non. Et je crois que même j'ai oublié de lui envoyer mon roman, mais je tiens beaucoup à le faire. Je tiens beaucoup à lui envoyer. Et ouais, j'aimerais beaucoup, ouais. Je pense qu'elle serait contente. Elle répond au mail. Hein. Si vous voulez, je vous donnerai son mail, je l'ai qui traîne. Est-ce qu'il y a eu des barrières mentales à dépasser pour pouvoir vous dire « je suis écrivaine » ? C'est une bonne question. Et j'ai envie de la prendre dans l'autre sens. Je pense qu'on m'a poussée à me faire demander si je me sens écrivaine. En fait, je crois que je me suis jamais vraiment posé cette question de légitimité dans l'écriture. Je me suis posé cette question pour plein d'autres trucs.
Par exemple, d'être un personnage public, etc. Hein, ça, c'est des trucs qui me questionnent. Mais l'écriture, c'était une évidence. C'était une évidence, je savais pas parler, j'ai écrit. Voilà. Et après, bien sûr, dans l'écriture, d'aimer ce qu'on fait, ce qu'on raconte, comment on le fait, etc. J'ai toujours tout détesté, quoi. Mais je me suis pas demandé est-ce que j'ai le droit d'écrire. Enfin, non, c'est plus nuancé que ça, en fait. Je me suis pas demandé si j'avais le droit de le faire. Si j'avais le droit d'écrire, je me suis pas demandé si je ferais moins ou mieux qu'un autre, si j'avais manqué de quelque chose pour écrire, etc. Ça, je me suis pas demandé. J'ai écrit, point. Et pour publier, parce que c'est quand même autre chose. Ouais, c'est autre chose. Après, moi, j'ai fait un master de création littéraire. Là, je me suis posé plein de questions. De ma place. La place dans un groupe de personnes plus âgées, de personnes plus expérimentées, plus cultivées, tous ces trucs-là, ça m'a... Ouais, la légitimité dans ces moments-là, c'est très difficile. Ouais, moi, j'ai eu des moments où je parlais pas du tout, très difficile. Et du coup, souvent, quand je parle pas beaucoup, on a l'impression que c'est parce que je suis pas investie. Et ça nous renvoie beaucoup ça c'est aussi assez violent. Ouais, en la fait, valorisation de la participation dans les classes, c'est super intéressant par rapport à... C'est ça, ouais. Et oui, en fait, tu te dis, alors, en fait, peut-être que je suis pas... Et on en vient soi-même à se dire, mais peut-être que je suis pas tant intéressée que ça, ou peut-être que c'est pas... Là, on se dit, c'est peut-être pas pour moi. Mais peut-être que aussi, parfois, on comprend rien, en fait. Juste, moi, j'ai plus honte de dire, justement, la honte. J'ai plus honte de dire, bah, en fait, là, mec, je comprends pas ce que tu dis, parce que tu parles avec des concepts que je pige pas, quoi. Et je pense que si tu viens ailleurs, avec d'autres personnes, toi aussi, tu pourrais pas comprendre de quoi on parle. Et c'est pas grave, en fait, de pas comprendre, de pas connaître. Et ça, je pense, un peu... en écrivant ce roman, mais avec plein d'autres trucs dans la vie, je me suis dit, mais en fait, fuck, quoi, j'en ai rien à foutre, quoi. J'ai le droit de pas savoir. Ce master de création littéraire à Paris 8, il a été fondateur, quoi. Le livre, vous l'avez écrit là. C'est là que votre éditrice, Brigitte Bouchard, est venue vous chercher. Je crois qu'Adèle, elle a dû pas mal insister pour que vous répondiez. Elle aime bien raconter cette anecdote. Ouais, je l'ai entendu. Et donc, j'ai vu que vous aviez ensuite passé 2 ans à travailler sur votre texte, qui est au final un texte en fait très dépouillé, très court. Et je pense que si j'avais pas eu ce récit, j'aurais pu croire que c'était un premier jet, justement, parce qu'il a quelque chose de très spontané et de très direct. Et je me demandais, pendant ces 2 ans, qu'est-ce que vous avez ajouté, qu'est-ce que vous avez retiré? Alors, il y a eu plusieurs phases, parce que pendant le master, en fait, à la fin de mon master, en fait, je l'ai commencé la première année, mais milieu d'année. Ensuite, j'ai mis donc 1 an et demi à l'écrire et à le terminer. Et à ma soutenance, donc j'avais présenté un roman plus ou moins achevé, mais j'avais envie de retravailler, moi, de mon côté. Et ensuite, en signant mon contrat avec Brigitte, j'ai surtout, épuré, je pense. Il y a des moments où on se disait, bah là, ça fonctionne pas trop, là, c'est plus lent, c'est plus lent, là, c'était trop rapide, donc c'est cool. On veut garder ce rythme un peu de manque d'oxygène, de respiration d'asthmatique, etc. Sur ça, on a fait un travail. Mais c'est vrai que dans la forme, en fait, la forme n'a pas beaucoup bougé aussi parce que j'avais déjà cette phrase courte en moi, en fait. Et j'avais envie, un peu de... Encore une fois, la phrase punchline, mais aussi d'aller droit au but. Genre, on n'a plus le temps, en fait. On n'a plus le temps de garder pour soi, on n'a plus le temps, c'est trop tu. On veut crier, quoi. Et c'était ça, dans mon écriture, c'était ça. Et tout, en fait, cette quête identitaire, cette explosion d'identité, pour moi, c'est un cri. Et je l'ai écrit comme ça, en fait. Vous avez écrit un cri, quoi. Écrit un cri. C'est beau. Moi, ce qui m'a... Alors, je l'ai lu, et d'ailleurs, j'écoutais Marie Richeux vous interviewer, et c'est marrant parce qu'elle racontait son propre rapport à votre livre, et je me suis vraiment reconnue dedans. C'est-à-dire qu'on le lit une première fois, on ne sait pas trop où on est tombé. Enfin, il y avait vraiment ce côté claque, bombe à fragmentation, là, comme on l'a lu dans les critiques. Et ensuite, on le relit une deuxième fois, et c'est plus calme, et ça pénètre, et ça infuse. Et, enfin, c'est vraiment, je trouve, un livre qui, d'ailleurs, je l'ai relu une 3e fois avant de vous interviewer. Mais je me rappelle, à la première lecture, en fait, ce qui m'a fait cet effet, genre, waouh, c'est la description précise des gestes de la foi musulmane. C'était la première fois de ma vie, je m'en suis rendu compte, que vraiment je lisais c'est quoi prier, c'est quoi faire ses ablutions, c'est quoi faire... C'est bien le mot ablution, hein, d'ailleurs, j'ai pas dit quelque chose. Tout à fait. D'accord. C'est quoi faire des incantations, etc. Et vous le décrivez, mais sur des pages et des pages et des pages, tous les gestes se succèdent. Et c'est des gestes qui sont en réalité très intimes, ces gestes de prière et de foi. Et je me suis demandé à la fois si ça avait été difficile à écrire et si c'était difficile de décider de les écrire. Ouais, déjà j'ai conscience que c'était quelque chose qui n'existait pas,
qui m'a manqué, qui a manqué à plein de personnes. Ensuite, lui, ça a été difficile parce que du coup, il y a une amie là récemment qui m'a dit mais tu vois, tu parles de relations avec une fille et juste après, tac, il y a la prière et les ablutions. Ça, c'est un truc qui m'a posé question, quoi. Ça, je me suis dit, attends, est-ce que t'es pas en train de faire un truc chelou là? Et en fait, non, je pense pas du tout. Et je pense juste que ça traverse tous les amours, en fait. C'est ça qui est peut-être un peu beau. Et après, oui, j'ai eu la sensation vraiment de dévoiler une intimité très, 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 très intense. Et beaucoup plus que justement des relations amoureuses ou la sexualité, tout ça. Non, c'est vraiment cette intimité-là que j'ai dévoilée, que je trouve, oui, énorme. Et du coup, je suis très contente que les gens aient accès, entre guillemets, à ça, de cette manière-là, dans un roman. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une démystification des gestes, et en même temps, une transcendance aussi vachement forte dans le récit qui en est fait. Enfin, et le fait de glisser effectivement du lit de sa petite amie à cette salle de bain où elle fait ses ablutions, on reste dans le registre de la peau et de l'intime. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se produit dans le corps, quoi. Ouais, c'était très important. C'était très important. Et justement, de ne pas prendre les choses à part, parce que ça raconte pas ça. Ça raconte vraiment le mouvement, la fluidité, le va-et-vient, rester, partir, décider d'eux. Et puis là on parlait de honte, mais aussi la prière, c'est ça, c'est comment sortir de la honte en priant. Je me suis posé la question si la parution de votre livre avait modifié votre lien à Dieu. Ouais, c'est devenu beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, beaucoup plus important pour moi. Parce qu'en fait finalement en France on parle jamais de Dieu. On parle jamais de notre foi à personne, parce que c'est tellement intime, il faut garder ça chez soi. Ça relève de la sphère privée. Exactement. Donc tout d'un coup, je me mets à parler de ça le matin, à 6h du matin, à 9h, entre deux cafés, etc. Donc oui, il y a un truc, ouais, ça. Et puis surtout, moi, pendant les interviews, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas moi, quoi. Comme si Fatima Das, du coup, vraiment, c'était pas moi, quoi. J'avais un calme et j'avais des moments où je me disais, mais dans la vie de tous les jours, quoi, j'aurais foutu une baffe et je me serais cassée, quoi. Bah vraiment, peut-être pas la baffe, mais voilà. et du coup, là, vraiment, j'avais une sérénité, un calme, et j'avais la sensation d'être dans quelque chose juste de sincère. Et c'est ça qui m'a fait du bien, d'être dans une sincérité absolue, envers moi-même d'abord, et envers les autres. D'être accompagnée et d'être protégée, peut-être. Ouais, ah oui, mais moi, Dieu me protège tout le temps, ouais. Et justement, tout ce flux, tout ce qui s'est passé, ouais, c'est Dieu qui m'a protégée. Je suis très très fière de le dire et très heureuse d'avoir cette foi parce que c'est ça qui me fait tenir. Hein. C'est vraiment que ça. Alors il y a Dieu avec un E qui a lu et aimé votre roman. Je parle de Virginie Despentes. Elle a même produit un blurb, donc un petit texte qui en parle, qui ornait sa couverture quand je l'ai reçue au début de l'été. Elle dit « Ici, l'écriture triomphe en faisant profil bas ». Ça fait quel effet d'être validée par Virginie Despentes? C'est classe, hein. Franchement, on est content, hein. On dit merci. Hein. Non, franchement, j'étais très heureuse, bien accompagnée, bien soutenue. Et voilà, c'est une rencontre. Je l'ai rencontrée quand j'ai commencé à écrire la petite dernière et j'étais en mode ouais, c'est chaud. Et je lui avais dit c'est chaud, qu'est-ce que je fais? Et elle avait été vraiment à l'écoute et des conseils très, très, très importants pour moi. Donc ça m'a porté. Et le blurb, bah, c'était une fierté. C'était une fierté parce que c'était un accompagnement jusqu'au bout, quoi. Et voilà, on a besoin de ça, on a besoin de sororité, ça fait du bien, quoi. Et de passer les flambeaux. Ouais. Et puis après, ouais, c'est très important, en fait. Et ce qui s'est passé après aussi, en fait, pendant les polémiques, d'avoir eu le soutien de plein de femmes, parce que souvent c'était des femmes, la plupart. Et voilà, ça n'a pas de prix. Tu te sens tout d'un coup des personnes que tu connaissais pas, qui t'appellent, qui insistent, et tu réponds pas, mais qui insistent pendant des semaines. Franchement, c'est très, très précieux. C'est très, très précieux, ça. Bah justement, je voulais vous poser une question sur la notion de communauté. Parmi les choses qui sont reprochées aux personnes qui portent en France, comme vous le faites, une pensée, un discours, une création intersectionnelle, il y a le fait de produire un discours communautaire, avec des guillemets. Est-ce que vous vous sentez appartenir à une communauté? Non, moi je suis dans l'entre-deux, moi je suis au bord. Je suis pas dans une communauté. Après, j'aime me retrouver en communauté, ouais, carrément. Et ça, je pense que c'est très important de se retrouver avec des personnes qui nous ressemblent, qui nous font du bien, qui nous jugent pas, qui nous étouffent pas, qui nous font pas taire. Ça, c'est très important. Et puis en vrai, il faut juste regarder ce que c'est exactement le communautarisme, en vrai.
on renverse complètement les choses. Bah, c'est surtout, en fait, c'est complètement stupide parce que si on regarde, je trouvais ça intéressant, vous expliquez que vous avez reçu le soutien de plein de femmes quand vous avez été attaquée. Vous avez aussi reçu le soutien de la communauté lesbienne. Vous êtes complètement adulée par tous les sites, genre Les Irraisonnables, etc., qui vous mettent vachement en avant. Vous êtes aussi, la communauté musulmane apprécie ce que vous êtes en train de faire pour déconstruire les stéréotypes, etc. Et donc, en fait, c'est bien la preuve que porter cette complexité que vous portez, ça vous fait appartenir à plusieurs communautés. C'est tout l'inverse d'un cercle fermé, finalement. Vous créez des ponts et des liens entre les différentes communautés. Complètement, mais c'est ça, justement, être dans un entre-deux au bord. C'est pas être tout seul, finalement, mais c'est pouvoir naviguer d'une identité à une autre, d'une communauté à une autre, et de faire lien. Après, cette parole-là aussi, elle touche à des endroits très, très étranges, en fait, les personnes. Donc oui, j'ai eu du soutien, mais j'ai eu aussi beaucoup d'incompréhension, ce que je peux comprendre. Mais c'est toujours des personnes qui sont pas... Enfin, par exemple, je n'ai même pas envie de repartir sur les polémiques, mais le terme péché, quand tu utilises ce mot-là, en fait, si dans ta tête, il n'y a pas de péché, pourquoi t'es touché, en fait? Je parle pas avec toi. Je parle dans un contexte, je parle d'un personnage, et quand tu utilises ce terme-là, ça parle à des personnes qui, à la rigueur, sont concernées par ce terme-là. Mais, et moi, ce que j'ai vu, et je crois que c'est important de le dire, c'est que les personnes que ça a dérangé, que ça a remué, qui aussi ont produit de la violence envers moi et envers ce que j'ai écrit, c'est des hommes blancs, gays, parisiens, bobos. Donc voilà. Donc c'est normal qu'ils comprennent pas ce que je raconte, c'est normal qu'ils comprennent pas cette nuance, parce qu'ils n'ont pas été dans ce contexte-là, parce qu'ils savent pas ce que c'est de dealer avec toutes ces choses-là. Et les personnes qui sont justement concernées, que ce soit des femmes ou des hommes, hein, et qui ont grandi avec ce péché-là, mais pas que le péché, en fait, juste que c'est pas normal d'être gay, c'est une maladie, c'est pas bien, tu dois pas être comme ça. Bah, ils se sont reconnus dans cette tension-là, dans comment tu fais, en fait, pour pas rejeter les tiens, pour avoir encore du respect pour eux, pour comprendre, pour écouter. Et c'est aussi pour ça que mon roman, il raconte pas un coming out, par exemple. Il raconte pas ça parce que ça me concerne pas, j'ai jamais compris ce truc-là. J'ai jamais compris. Et quand on nous dit, oh, tes parents, t'en as rien à foutre, t'as qu'à te casser, à 18 ans, c'est bon, prends ton appart. Ouais, j'ai vachement envie de rompre avec mes parents, en fait. Tellement facile, en plus. C'est facile, et on en a envie. En plus, on vit dans un putain de pays islamophobe, donc c'est hyper difficile de se retirer les seuls liens qui nous tiennent, quoi. Et puis, c'est des vrais liens. En fait, l'homophobie, c'est partout. C'est pas seulement dans la religion musulmane, au sein de nos familles algériennes, je sais pas quoi. Non, en fait, c'est partout. Donc c'est ça que ça raconte, le roman, et c'est pas autre chose. C'est un roman qui parle aussi d'asthme. C'est une condition que vous partagez avec votre héroïne, qui doit apprendre très jeune à contrôler son souffle. Cette histoire de souffle, de respiration, moi, ça m'a évoqué une phrase qu'on a beaucoup entendue dans la bouche des victimes de violences policières. Adama Traoré qui a dit « Je ne peux plus respirer ». George Floyd, « I can't breathe ». Est-ce qu'il faut lire dans cette difficulté à respirer de Fatima Das, l'héroïne du roman, le poids de l'oppression systémique ? Ouais, bah oui. Oui, elle étouffe, mais elle étouffe pour toutes ces... pour le fait de devoir trouver une place, pour le fait d'être tout le temps jugée, tout le temps regardée, tout le temps devoir dealer, négocier. Donc ça, c'est étouffant. Et après, au sein même de... la maladie aussi, j'avais envie de montrer d'un point de vue médical, le fait aussi, dans sa respiration, de savoir qu'elle ne respire pas comme les autres. Ça raconte aussi quelque chose de devoir apprendre à respirer et de se retrouver avec d'autres personnes qui respirent mal comme toi. Et qu'est-ce que ça dit et comment tu te construis avec ça? Et comment tu fais parce que tu dois prendre plein de médocs, mais parce qu'aussi l'asthme, on en parle peu, ou alors on sait pas trop ce que c'est, on comprend que c'est une maladie un peu... c'est de la respiration, mais c'est très très complexe en fait. Et oui, elle étouffe. Elle étouffe, et dans l'écriture, j'avais envie que ça ait sa place aussi. L'asthme, c'est aussi un personnage en fait. C'est un personnage, ouais. C'est haletant. Mais c'est intéressant, en vous écoutant, je réalise que ce cercle de paroles qui se crée autour de l'asthme, ça ressemble aussi au cercle non mixte de paroles militantes qui permettent aussi de se confronter et de réaliser que ce qu'on subit, c'est un système. Vous aviez ça en tête en l'écrivant ? Alors, je l'avais pas complètement, mais c'est vrai qu'après, je l'ai eu.
Et en fait, encore une fois, heureusement, parce que quand on conscientise trop ces choses-là, je trouve qu'à l'écriture, c'est difficile. C'est comme essayer de faire rire quelqu'un, en fait, on n'y arrive pas. Et du coup, oui, en fait, a posteriori, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de résonances, en fait, à plein d'endroits d'alliances. En fait, même l'amitié avec Rokia, il y a un truc de sororité, et que c'est une question à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Et c'est des trucs qui viennent après, mais qui sont en nous, en fait, et qu'on exploite à un moment donné, mais qui reviennent comme ça. C'est là qu'on voit que l'intime est politique. Toujours. Fatima Das, c'est pour quand la révolution ? Bientôt, j'espère. Bientôt, j'espère. Moi, je vois des choses qui bougent. Je vois des choses qui sont en train de se détruire, des trucs qui sont en train de déplacer pas mal de personnes. Je vois des paroles émerger qui sont très, très importantes, très urgentes. Donc, j'espère que ça va pour bientôt. Mais après, voilà, encore une fois, on n'y est pas du tout. C'est dur, c'est très très violent, c'est très dur. On n'anticipe plus trop là, non ? C'est ça en fait. On ne peut plus anticiper. Ouais. On ne voit pas. Enfin, moi, je vois pas du tout demain. Je vois pas du tout demain, alors qu'en plus j'ai plein de projets et tout, c'est super excitant. Mais je vois pas comment ça va se passer. Il y a vous êtes là déjà. Je trouve que c'est un bon pas vers la révolution. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Ouais, j'ai accès à ma chambre et l'écriture. Heureusement qu'il y a ça. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Wow. Quelque chose qui est là un moment, qui flotte et qui s'en va. Merci beaucoup, Fatima. Merci à Fatima Das d'être venue faire parler la poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.